Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à McConnor la place qui faisait face à celle du maître. Nerveux, l'Écossais allumait cigare sur cigare en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne m'étonna guère après les récits de mon ami. Et il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table d'un pas tranquille et mesuré, sans se présenter. « Vous savez qui je suis et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes », semblait-il nous signifier par cette impolitesse. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée ordinaire était impossible faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en irait à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir puisque malheureusement il n'y avait pas ici de sonnette. Si nous étions d'accord, on fixerait à 10 minutes le temps d'intervalle entre deux coups. Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions, comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Tchentovic. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'enfuit aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisie pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina bien sûr comme elle devait se terminer. En 24 coups, nous étions déjà complètement battus. Quoi d'étonnant à ce qu'un champion mondial ait aisément raison en un tour de main d'une demi-douzaine de joueurs moyens ou à peine moyens. Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Tchentovic nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. À chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait, nous considérait négligemment, en passant comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois, et cette attitude désinvolte faisait involontairement songer au geste avec lequel on lance un os à un chien galeux en se détournant. S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il pourrait attirer notre attention sur les fautes que nous faisions, ou bien nous encourager d'un mot aimable. Mais non, la partie terminée, cette machine à jouer aux échecs prononça « mat » sans plus, puis resta là, immobile et muet, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvu de moyens devant des épidermes aussi épais, et je m'étais déjà levé, signifiant par là que pour ma part du moins j'estimais terminer ce divertissement, lorsqu'à mon grand dépit j'entendis McConnor dire à côté de moi d'une voix tout enrouée « Revanche ». Je fus presque épouvanté de son ton provoquant. En ce moment, McConnor faisait en effet plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'à un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Tchentovic ou simplement son ambition maladive et irritable? Toujours est-il que McConnor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton tendu en avant, l'air agressif. Dans ses yeux, je reconnus avec inquiétude cette flamme de folle passion qui ne saisit à l'ordinaire que les joueurs de roulette quand, pour la 6e ou 7e fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. À cet instant, je fus certain que cet amour-propre, forcené, allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer sans cesse, en simple ou en doublé, contre Tchentovic, jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévérait, McConnor serait pour lui une mine d'or dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Tchentovic demeura impassible. « Comme il vous plaira, répondit-il poliment. C'est à ces messieurs de prendre les noirs. » La deuxième partie débuta comme la première, à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. McConnor regardait fixement l'échiquier. On eût dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eût volontiers donné 1000 dollars pour avoir le plaisir de crier « mat » à son peu galant adversaire. Bizarrement, il nous communiquait malgré nous quelque chose de sa ténacité acharnée. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant, et nous ne nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Tchentovic le signal qui le rappelait à notre table. Nous étions parvenus ainsi peu à peu au 17e coup et à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage, car, chose incroyable, nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant-dernière case C2. Il ne restait qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente.
À l'unanimité, nous soupçonnions Tchentovic qui, devant cet avantage que nous paraissions avoir conquis, voyait évidemment beaucoup plus loin que nous, de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà McConnor poussait le pion lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour du ciel, pas cela !» Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes, pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite « Si vous faites dame maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou en C1 et vous ripostez avec le cavalier, mais entre-temps il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre, et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. Ce sont à peu près les positions qu'avaient Algechin et Bogol-Bougot lors du grand tournoi de Pistian en 1922. Surpris, McConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé comme nous tous cet homme qui semblait tomber du ciel tel un ange sauveur. Pour prévoir 9 coups d'avance qui feraient mat, ce devait être un professionnel distingué, peut-être même un champion concurrent de Tchentovic, se rendant au même tournoi. Son arrivée et sa soudaine intervention à un moment aussi critique tenaient presque du miracle. Ce fut McConnor qui se ressaisit le premier. « Que me conseillez-vous » murmura-t-il fort excité. « N'avancez pas maintenant, évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour. C8, C4, cela lui coûtera 2 coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre, et si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. » Nous étions de plus en plus étonnés. La précision autant que la rapidité de ses calculs était déconcertante. On eût dit que cet homme lisait les coups dans un livre. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire grâce à lui partie nulle contre un champion du monde tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier. McConnor lui demanda encore une fois « Déplacer le roi de G8 en H7 ?»« Certainement, il faut éviter l'adversaire. » McConnor obéit, et nous frappâmes sur le verre. Tchentovic s'avança vers notre table de son pas tranquille et apprécia la riposte d'un coup d'œil. Puis il poussa un pion de H2 en H4 sur l'autre flanc du roi, comme l'avait prévu notre sauveteur inconnu, qui aussitôt nous chuchota vivement. La tour. Avancez la tour de C8 en C4 pour qu'il soit obligé d'abord de protéger son pion. Cela ne lui servira d'ailleurs à rien. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3 D5, sans vous soucier de son pion libre. Et voilà la situation rétablie. Cette fois, avant toute, il n'est plus nécessaire de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire, pas plus que s'il lui parlait chinois. Cependant, McConnor, déjà entièrement subjugué, fit ce qu'on lui ordonnait sans réfléchir davantage. Le verre tinta de nouveau, rappelant Tchentovic. Pour la première fois, il ne joua pas aussitôt. Il regarda d'abord l'échiquier avec une attention soutenue, puis fit exactement le coup que l'étranger nous avait annoncé, et s'apprêta à s'éloigner. Cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau, inattendu. Tchentovic leva les yeux et il examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès ce moment, notre excitation ne connut plus de bornes. Si nous avions été jusque-là sans espoir, la pensée de briser la froide arrogance de Tchentovic nous brûlait maintenant le sang. Déjà, notre nouvel ami avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblaient quand je saisis la cuillère pour frapper sur le verre. Nous connûmes alors notre premier triomphe. Le champion, qui avait toujours joué debout, hésita et finit par s'asseoir. Il se laissa tomber à regret et pesamment sur son siège. Qu'importe, il cessait ainsi de marquer physiquement sa supériorité sur nous. Nous l'avions obligé à se mettre sur le même plan que nous, tout au moins dans l'espace. Il réfléchit longtemps, penché sur l'échiquier, si bien qu'on ne voyait presque plus ses yeux sous ses sombres paupières. Et il faisait un tel effort de réflexion qu'il en ouvrait insensiblement la bouche, ce qui donnait à sa figure ronde une expression un peu niaise. Au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Notre ami murmura aussitôt « Bien joué, il ne se compromet pas.
Mais ne vous y laissez pas prendre, obligez-le à choisir, il le faut pour obtenir partie nulle, et alors rien ne pourra plus le sauver. McConnor obéit. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent sur l'échiquier à un manège auquel nous autres, réduits depuis longtemps au rôle de comparses inutiles, ne comprenions rien du tout. Après 6 ou 7 coups, Gentovic resta longtemps songeur puis déclara « partie nulle ».